Agur eta ongi etorri deneri. Bonjour et bienvenue à tous. Bien évidemment, je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et c'est un grand honneur de vous accueillir dans notre commune de Bunus. Vous êtes encore cette année venus très nombreux pour cette nouvelle rentrée politique sur le logement à Intxauzeta. Alors pour cette édition, comme l'a dit Jean-Luc, c'est sûr, avec la pluie, ça va être un peu plus inconfortable. Vu les circonstances, on l'accepte volontiers pour cette édition. Au programme, toujours de la grande qualité pour la réussite de ces débats, tant au niveau des acteurs professionnels du logement qu'au niveau de la représentation politique. Je tenais à remercier Jean-Luc et l'association Choupastera et tous les bénévoles qui participent à l'organisation de cette journée. J'ai l'habitude de présenter notre commune, mais cette année, j'avais l'intention de ne pas le faire. Parce que je pense que tout le monde connaît Bunus maintenant, non? Un petit sondage. Combien de premières fois à Bunus parmi l'Assemblée? D'accord, il y en a quand même. Il y en a quand même. Bon, donc en faisant court, tout le monde sait que Bunus est un merveilleux village. Je crois qu'aujourd'hui, on va presque doubler la population de notre village. Donc, vous faites les calculs. Nous sommes à peu près 150 habitants. Village vivant, plein de ressources, avec des artisans, des commerçants, des kinés, des agriculteurs, bien sûr, jeunes, dynamiques chefs d'entreprise qui produisent du lait, du fromage, du yaourt, de la viande bovine, de race locale, des œufs, de la volaille, de la confiture, du miel. En fait, on a tout. Tout le monde sait aussi que nous sommes dans une vallée de 8 communes. Forte connotation agricole, bien évidemment, avec aussi, tout de même, un entrepreneuriat d'artisans en bâtiment conséquent, impliquant de nombreux emplois dans la vallée de environ 1500 habitants. De plus, à 2 pas d'ici, nous avons aussi une fromagerie industrielle qui rayonne au niveau national et qui donne du travail à plus de 150 salariés, sans compter les emplois indirects. Surtout, si vous avez un peu de temps, je sais qu'on est là pour travailler, mais malgré la pluie, prenez un petit peu de temps pour visiter notre bourg. Je vous rassure, ça va être rapide, hein. Avec l'église Saint-Jean-Baptiste du XVIIIe siècle, à proximité, vous découvrirez aussi une ancienne chevalerie datant du Moyen-Âge et notre épatant fronton, vous savez ce que c'est un fronton? Donc pour la pratique de la pelote basque, à 3 murs, unique en son genre. Si vous en avez l'occasion et l'envie, vous pourrez prendre un peu de temps pour vous balader sur nos collines, aujourd'hui pas terribles, mais vous pourrez aussi aller randonner vers la forêt des Arbailles, qui est la plus grande forêt de hêtres d'Europe, et notre pic de Belchou, qui nous surveille du haut de ses 1129 mètres, mais qu'on ne voit pas aujourd'hui. Pour l'instant. Pour l'instant. Et oui, on dirait bien qu'il fait bon vivre chez nous. Ces merveilleux paysages, cette vie dans la vallée, tout ça n'est possible que grâce au travail réalisé par des gens qui veulent vivre de leur terre, sur leur terre. Mais jusqu'à quand? Nous n'avons cesse de vouloir nous adapter au mieux, au plus juste et avec bon sens, en essayant de maintenir ce qui nous paraît le plus essentiel et en tenant compte, bien sûr, du bien-être collectif. Mais aujourd'hui, le contexte économique nous contraint de plus en plus avec des charges qui continuent d'augmenter dans notre quotidien, réduisant fortement notre pouvoir d'investissement à tous, et notamment celui des jeunes pour l'accession à la propriété. L'année dernière, j'avais donné un exemple concret avec Michel, jeune villageois de Bunus, qui n'avait pas de solution pour accéder à la propriété dans son village, donc dans notre commune. Pas de disponibilité, des prix forts et des coûts de rénovation sur de l'ancien au-dessus de ses moyens. En un an, qu'est-ce qui a changé?
les prix du mètre carré et le prix des habitations mises en vente sont officiellement inaccessibles pour nos jeunes. L'augmentation de la demande suite à la pandémie, cumulée à l'attractivité de notre territoire, a fait exploser le marché près du littoral, mais aussi dans le Pays basque intérieur. À cela s'ajoute l'augmentation du coût de la construction, qui bloque les projets, et aussi les opportunités d'acquisition foncière déjà très faibles, qui vont tendre à diminuer davantage avec l'objectif du zéro artificialisation des sols. Comment faire pour accompagner le développement économique de la vallée, de nos vallées? Comment faire pour maintenir une dynamique sociale sur le territoire si les jeunes ne peuvent plus habiter là où ils sont nés? Donc à ce jour, nous, élus, sommes très inquiets des règles qui vont définir le cadre de nos actions de gestion de constructibilité. Actuellement, nous sommes en cours d'élaboration des futurs PLU intercommunaux du Pays basque. Nous souhaitons travailler avec des nouvelles règles d'urbanisme, certes, mais de manière adaptée, en gardant suffisamment de marge de manœuvre, en mettant à profit nos connaissances du territoire et de sa population pour trouver les solutions les plus justes et répondre au mieux aux besoins. Voilà, les débats sont lancés. Pour ma part, pour raisons professionnelles, je tenais à m'excuser car je ne pourrai pas rester bien longtemps parmi vous. Dans tous les cas, je vous remercie et vous souhaite à tous une excellente journée. Mille esker. Monsieur Etchesareta. Bien, bonjour à tous, agour à tous. Comment dire? Mon premier mot sera un mot d'amitié de la part de la région Nouvelle-Aquitaine, de la part du président Rousset, puisque nous avons beaucoup de considération pour les travaux qui se tiennent ici. Vous savez que nous sommes partenaires des entretiens depuis la première édition, qui a eu lieu en 2014. 2002. 2002. Vous voyez, c'est encore plus ancien que je ne depuis la première, vous êtes là. Depuis la première. Nous sommes reçus aujourd'hui dans un lieu absolument superbe. Donc voilà, un grand mot d'abord de félicitations à vous, bien évidemment, Jean-Luc, mais à toute l'association qui porte ces travaux. Alors, ne perdons pas de temps. Moi, je partage votre constat d'urgence. Et nous sommes aujourd'hui sur un territoire qui, par de nombreux aspects, est en quelque sorte un laboratoire, parce qu'il connaît des déséquilibres très forts et qui sont aussi en pleine mutation. Là. Lorsque j'étais plus jeune, on parlait beaucoup des résidences secondaires ici, mais chacun a pu voir que cette problématique-là a un petit peu évolué. Maintenant, il y a eu toute cette évolution avec les Airbnb qui a provoqué une disparition de certaines locations, etc. Et il y a aujourd'hui une nouvelle vague dans la transformation de la problématique locale qui explique le déséquilibre, c'est la révolution du télétravail. Tout cela fait que la pression qui s'exerçait sur un territoire petit comme le nôtre n'est plus tant maintenant uniquement sur les mois de juillet et d'août, mais c'est une pression qui s'exerce l'année entière. C'est un territoire aussi marqué par une concentration des activités sur une bande côtière, là aussi très étroite, et qui doit nous interroger sur justement ce que doit être l'aménagement du territoire. Parce que si nous n'étions pas dans un pays aussi centralisé avec une macrocéphalie incroyable de la capitale, s'il n'y avait pas des
concentration des activités sur la côte comme on les connaît aujourd'hui, vivrions-nous les mêmes problématiques d'accès à des logements, à des cadres de vie qui sont intéressants? Alors, la région aborde la problématique du logement prioritairement à travers le logement des jeunes. Nous avons investi environ 20 millions d'euros sur le mandat précédent pour la construction de résidences. Et nous comptons sur ce mandat en construire 700 par an. C'est un sujet qui est particulièrement important pour nous parce que là aussi, la concentration des lieux de formation des universités, des écoles dans les métropoles constitue aujourd'hui un frein à l'égalité des chances. Quand on grandit dans un territoire comme ici, malheureusement où l'offre de formation est peu développée, eh bien, étudier, ça veut dire partir. Et quand vous venez d'une famille modeste, trouver un logement étudiant dans une grande ville est devenu un obstacle à votre poursuite vers l'enseignement supérieur. L'autre angle que nous prenons est celui de la transformation des acteurs du bâtiment, la transition écologique. Vous savez que nous sommes la région qui investit le plus dans l'innovation, notamment auprès des acteurs du bâtiment. Donc nous soutenons des startups, notamment dans le département. Il y a par exemple la startup Ethicoam qui travaille sur de nouveaux matériaux, mais nous avons également un centre qui industrialise les innovations qui s'appelle Nobatech, qui est situé à Anglet et qui, par exemple, est en train de mettre au point une façade intelligente qui serait en capacité de produire des fluides, de l'énergie, etc. Voilà donc un petit peu ce tour de piste sur l'urgence que nous connaissons aujourd'hui. Mais encore une fois, les déséquilibres que nous connaissons sur le territoire, bien, à bien des égards, c'est un laboratoire parce que de nombreuses zones côtières connaissent les mêmes problématiques. Merci. Merci à vous. Monsieur le député, Monsieur Etchanis. Merci, bonjour à tous et à toutes. Merci Monsieur Béraud, Monsieur Iturralde et l'ensemble des bénévoles pour l'invitation et l'organisation de cette 21e édition, si je ne me trompe pas. Le logement, c'est un enjeu majeur pour les années à venir, un enjeu sociétal, social, écologique et économique. Et surtout une préoccupation centrale, majeure et quotidienne dans la vie de nos concitoyens. Tant il a un impact sur nos vies, sur notre santé, sur notre équilibre, notre épanouissement individuel, collectif, familial et territorial. Sur le pouvoir de vivre et je dirais même sur le reste à vivre. Le logement étant aujourd'hui la première source de dépenses des ménages. C'est aussi dans une société en difficulté, comme on la connaît aujourd'hui, un enjeu d'égalité. C'est un sujet d'ampleur nationale qui nous concerne tous, qui est en constante évolution. Ce n'est pas pour rien qu'il y a eu 21 éditions, avec de nombreuses problématiques que l'on retrouve ici, concentrées, exacerbées, ici en Pays Basque, où l'on parle désormais de crise du logement qui dépasse aujourd'hui même le Pays Basque, qui atteint également le Béarn et notamment la vallée d'Aspe, où il y a une étude en cours avec le conseil départemental qui vise à questionner le pourcentage de résidences secondaires sur l'attractivité du territoire et comment arriver à le redynamiser avec ses habitants. Ces problématiques, elles ne sont pas nouvelles, elles ont été traitées ici à plusieurs reprises, elles ne sont pas spécifiques à ce territoire, car elles sont présentes dans de nombreux autres, comme l'a dit Vicente. Cependant, elles ont été accélérées par les crises successives que nous avons traversées ces dernières années, la pandémie du Covid et le développement du télétravail, l'inflation et l'explosion des coûts de la vie, et la crise climatique qui s'intensifie. Oui, il y a des difficultés, mais il y a aussi des leviers, des dispositifs innovants, des propositions et des perspectives
que nous devons, ici et ailleurs, poursuivre et construire ensemble. La rénovation énergétique, la lutte contre l'habitat insalubre et les passoires thermiques, la revitalisation de nos centres-villes et des centres-bourgs en s'appuyant sur un parc locatif de qualité qui est parfois ici manquant, la revitalisation de nos communes par le lien social du fait de l'installation de ses habitants, l'adaptation des logements au parcours de vie, quelle offre de logements pour nos étudiants, comme l'a souligné Bichente encore une fois, et nos aînés, qui est une problématique grandissante dans notre pays et sur ce territoire spécifiquement. Quelle place aussi en découle pour l'habitat partagé, l'habitat intergénérationnel, la question aussi du logement social qui est centrale pour les prochaines années, la question de l'encadrement des loyers dans les zones tendues et la nécessaire refonte de la fiscalité face aux effets négatifs du tourisme. L'explosion des meublés de tourisme et des résidences secondaires et une spéculation toujours plus présente dans nos vies. L'utilisation du foncier et l'artificialisation des sols, qui est une question centrale, notamment pour l'ensemble des territoires, mais encore plus pour les territoires ruraux comme le nôtre. Autant de sujets qui sont aujourd'hui sur la table et sur lesquels nous devons agir concrètement, rapidement, pour le court, moyen et long terme, afin de répondre aux besoins des territoires, aux besoins de nos concitoyens, aux besoins de nos élus locaux et plus globalement pour les besoins de notre société. En juillet dernier, j'ai tenu à questionner Bruno Le Maire, ministre de l'économie, et Olivier Klein, ministre délégué de la ville et du logement, sur cette crise du logement ici au Pays Basque, mais qui touche l'ensemble de la façade littorale atlantique et au-delà, sur les points de vue, leurs points de vue concernant ces sujets, et notamment celui de l'évolution de la fiscalité sur les meublés de tourisme, sur le déplafonnement de la surtaxe d'habitation, sur les résidences secondaires, sur la question de l'encadrement des loyers, et un sujet également qu'on a vu beaucoup sur la côte basque, l'usage parfois abusif des baux mobilités qui touchent nos étudiants et nos habitants les plus précaires. Et je souhaite que nous puissions ici travailler tous, représentants de l'État, élus locaux, parlementaires et gouvernements, au-delà de nos sensibilités et de nos divergences, sur ce sujet qui nous touche et nous concerne tous dans nos vies. Et nous appuyer sur les experts du quotidien, les experts du logement, les associations, les forces vives qui sont nombreuses ici. C'est un défi à relever, il est urgent d'agir, c'est une question centrale pour l'avenir de notre société. Donc aujourd'hui, travaillons ensemble, faisons des propositions comme ça a été le cas les dernières années, et je me tiendrai à vos côtés et aux côtés de l'ensemble des experts du logement pour pouvoir réussir ce défi. Donc merci à tous pour cette journée, Mileshker, et au travail. Alors, nous allons maintenant écouter, il n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui, donc Olivier Klein, qui nous a adressé une vidéo, et ensuite nous allons, avec Marie Defay, nous allons pouvoir parler du déroulé de la matinée. Pardon, excusez-moi. Donc, la vidéo d'Olivier Klein. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec un plaisir presque absolu que je m'adresse à vous pour cette édition 2022 de vos entretiens. Presque, parce que j'aurais préféré être des vôtres, bien sûr, en présentiel, comme on dit maintenant. Mais plaisir absolu, car je sais que les entretiens d'Innocheta constituent un rendez-vous incontournable de la rentrée sur la question du logement et de l'habitat. Je sais aussi à quel point ils se tiennent dans ce petit coin de France qui n'est pas loin d'être le plus beau du monde. N'est-ce pas, monsieur le maire de Bunus, cher Éric Touralde? Alors, merci du fond du cœur aux organisateurs de m'avoir proposé d'ouvrir cette journée. Je vous le dis, comme ministre, mais aussi comme maire, il n'y a pas de politique du logement sans politique des territoires. Et cette politique du logement que je souhaite mener, c'est une politique de la pierre, c'est une politique de la vie. En d'autres termes, il faut construire, il faut veiller à le faire en phase avec les besoins de la vie quotidienne. On le sait, il est de plus en plus cher de se loger dans notre pays, particulièrement dans nos métropoles, sur le littoral et dans les zones tendues. La réponse, ce n'est pas plus d'aide allouée, mais plus de logements créés. Oui, il faut construire plus. Il faut construire plus là où il y en a le plus besoin, dans les zones en tension, dans le parc social, plus de logements à prix intermédiaire parce que le logement au prix du marché aujourd'hui ne peut pas être une réponse pour le plus grand nombre. C'est une action de tous ces axes que je souhaite lancer afin que le logement soit plus abordable. Car oui, il faut du logement pour tous les temps de la vie,
pour les étudiants, pour les jeunes, pour les familles, pour nos aînés. Il faut du logement disponible pour accompagner tous les parcours professionnels, par exemple celui des saisonniers. Il faut des solutions adaptées à tous les accidents de la vie, avec de l'hébergement d'urgence, avec des logements accompagnés, comme les pensions de famille. Il faut permettre l'insertion par le logement en cas d'handicap physique ou mental. En un mot, il faut toutes les possibilités pour un parcours résidentiel choisi et non subi. Ces possibilités passent par le logement social, c'est le logement de tous, ça a d'ailleurs été le mien, celui du ministre qui vous parle aujourd'hui. Et ce n'est pas une honte, au contraire, de devoir passer par le logement social, c'est une chance pour notre pays. Cette diversité de solutions passe par des outils innovants dont de nombreux territoires, notamment ici, se sont emparés, comme par exemple le bail réel solidaire. L'encadrement des loyers dans les communes les plus tendues est aussi un moyen de maintenir un parc privé accessible et nous continuons à y travailler. Enfin, le phénomène des meublés touristiques, qui répond certes à un besoin, doit être régulé. Les élus locaux sont, sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres, les mieux à même d'utiliser les outils que nous construisons avec eux. Il faut davantage de parcs intermédiaires pour que partout où il y a de la tension sur le marché du logement, dans les métropoles, dans les zones attractives comme ici, le logement social soit une porte d'entrée vers le logement et aussi une étape vers le logement à soi. Mais construire, c'est construire mieux. Construire bas carbone, construire différemment tout en réduisant notre rythme d'artificialisation des sols, disposer de logements confortables partout où nous en avons besoin et préserver l'environnement ne sont pas des objectifs incompatibles. Nous devons adapter nos villes au changement climatique, il en va de la qualité de la vie, il en va de la qualité de nos villes dans les prochaines années. Le président de la République disait « ce quinquennat sera écologique ou ne sera pas ». À mon tour, je vous le dis, la ville de demain sera durable ou ne sera pas. Nous déployons donc des outils très concrets, je pense en particulier au fonds de renaturation, comme l'a annoncé la Première ministre Elisabeth Borne, et également au dispositif de France Rénov', avec notamment ma prime Rénov', car nous devons accélérer encore sur la rénovation énergétique. Lorsqu'on fabrique ou qu'on rénove des logements, on fabrique une ville, on façonne des vies, on fait société. Une ville dans laquelle chacune et chacun trouve la possibilité de se loger en fonction de ses besoins, de son parcours de vie. En tant que ministre de la Ville et du Logement, je souhaite une ville plus inclusive, plus solidaire. Une ville qui n'oublie surtout pas ses quartiers populaires. Quartiers populaires rénovés grâce à nos opérateurs qui œuvrent avec l'État et les élus pour financer et mettre en place des programmes qui font des logements, des commerces, des espaces publics, des services publics pour aujourd'hui et pour demain. Ainsi, dans les quartiers populaires, tout particulièrement, on cherche ensemble les moyens de réconcilier la pierre et la vie, l'urbain et l'humain. Cette politique, je vais la mener main dans la main, avec vous, les élus, dans la co-construction. Ce que je vous dis, je ne l'ai pas lu dans les livres. Je suis un maire, je connais les problématiques et les défis des élus locaux. Je sais combien c'est dur, mais je sais aussi combien ça marche. C'est d'ailleurs grâce à une mobilisation de tous les acteurs que le Pays basque répond aux défis du logement. Ce territoire magnifique est attractif. Le revers de la médaille, c'est que cela crée une forte tension. Face à ce problème, État et élus sont au travail. Je pense notamment au président de l'agglomération, Jean-René Etchegaray, qui, à travers un plan local de l'habitat, met en place son action dont les objectifs sont à la hauteur de la situation. Je pense aussi au conseil départemental, qui apporte aussi une contribution majeure à travers notamment son plan Logement 64. Le sujet est enfin porté par chacun des maires de l'agglomération qui identifie le foncier disponible, invente des projets et trouve des solutions aux difficultés opérationnelles qui se posent. Leur rôle est essentiel, de même que l'ensemble des opérateurs, mais aussi des acteurs associatifs qui participent à l'identification et à la résolution des grands enjeux. L'État joue tout son rôle également, et je remercie Monsieur le Préfet Éric Spitz, présent à vos côtés aujourd'hui. Chaque année, c'est près de 100 millions d'euros qu'investit l'État pour le logement au Pays basque. Nous y consacrons cette année des moyens supplémentaires avec, par exemple, les compensations d'exonération de la taxe foncière et l'Ocavantage. Enfin, le comité de pilotage territorial du logement au Pays basque a été créé pour que l'ensemble des acteurs agissent de façon plus coordonnée, plus cohérente. Cette présence de l'État à vos côtés, elle est vitale et vous pouvez compter sur moi pour la faire vivre encore au quotidien. Voilà, mesdames et messieurs, les quelques messages que je souhaitais vous adresser. Messages d'engagement, messages de confiance, messages d'optimisme. Et je viendrai très rapidement à la rencontre de votre territoire et de ses acteurs. Et bien sûr, nous nous retrouverons l'année prochaine pour l'édition 2023 des Entretiens d'Innocheta. À très bientôt.
Je vous remercie. Bien, eh bien, écoutez, avant de passer la parole à Marie Defay, je vais utiliser un mot, d'aucuns le connaissent ici, hein, il n'y a pas de problème. Il est important pour nous, ce mot. C'est le mot, c'est kucha. C'est facile à retenir, kucha. En gros, c'est tirelire. Et pourquoi il est important? Parce que nous sommes une association, on le disait, et on essaie de vous recevoir dans les meilleures conditions, notamment le pique-nique dont on parlera tout à l'heure, j'espère en bien. Et eh bien, une participation à cette kucha eh bien, nous permet d'améliorer, évidemment, vous aurez peut-être fromage et dessert l'année prochaine. Voilà. Hein. Donc, Marie, tu as la parole. Bonjour à tous. Donc une présentation rapide des 3 tables rondes qui vont suivre et qui constituent cette matinée et qu'on a décidé de consacrer à l'envolée ou l'explosion des prix du logement, donc, qui n'est pas un sujet récent. Ça fait plus de 2 décennies maintenant que c'est un sujet qui préoccupe la plupart des acteurs du logement. Je crois que presque tout a été dit par les 3 élus sur les raisons pour lesquelles on a choisi ce sujet, qui reste un sujet extrêmement important. Ça fait plusieurs années à une Chausseta que de nombreux élus ne témoignent pas seulement des difficultés financières, mais de la détresse de leurs administrés sur ce sujet-là. Ça fait plusieurs années qu'on a aussi des messages d'alerte sur le rôle de catalyseur que peut jouer l'envolée des prix du logement en termes de création de crise sociale. C'est particulièrement vrai au Pays Basque, mais pas seulement. Il y a des disparités très importantes entre les territoires et il y a des disparités très importantes à l'intérieur des territoires. Dans des métropoles très attractives, on a quelquefois des rapports de prix qui vont de 1 à 5 ou même au-delà. On a des publics qui ne sont pas soumis aux mêmes difficultés face à cette situation, mais c'est une situation qui est d'ampleur nationale et qui est une situation aujourd'hui qui est une situation massive et qui ne se limite pas à quelques territoires très attractifs ou à quelques métropoles très dynamiques. Pour mieux comprendre ce phénomène et pour essayer, parce que c'est bien l'objectif de cette matinée, de dégager des pistes de solutions dont on pourra débattre aussi cet après-midi, on va se baser notamment sur l'exemple du Pays Basque, alors qui peut paraître un exemple un peu extrême, mais qui concentre toute une série de difficultés qui concourent justement à cette augmentation des prix. On a parlé des résidences secondaires, on a parlé des meublés touristiques, qu'on appelle généralement les logements Airbnb. On a parlé du dynamisme économique de la région. On a parlé de l'augmentation des populations étudiantes et du vieillissement de la population. Donc on pourra s'appuyer sur cet exemple pour travailler à une échelle plus globale. Et puis rappeler aussi que les conséquences sociales, mais ça a déjà été assez largement dit, dépassent les difficultés à se loger, avec quelquefois des situations d'extrême précarité, mais ce sont aussi des pertes de chance pour des étudiants, des pertes de chance par rapport à l'accès à l'emploi, des difficultés économiques pour des territoires qui ne trouvent plus justement d'employés en capacité de tenir certains postes dans des territoires où le logement est inaccessible. C'est des déséquilibres territoriaux et c'est aussi des conséquences environnementales majeures, puisque ça met un certain nombre de ménages en situation de précarité économique et donc dans l'incapacité d'investir sur le plan environnemental dans la rénovation de leur logement. Et ça freine aussi l'ambition qu'on pourrait avoir en termes de construction face à des coûts de construction qui sont déjà très très élevés. Alors, par rapport à cette situation-là, on a déjà des politiques de régulation qui ont été proposées, qui ont été mises en place. Là aussi, ça a été mentionné. L'encadrement des loyers, des productions à coût modéré qui ont été complétées par les innovations notamment du bail réel solidaire, des tentatives de régulation parfois efficaces justement de la mise sur le marché des meublés touristiques, mais surtout, que ce soit à l'échelle locale ou nationale, on a beaucoup parlé ces dernières années de choc de l'offre et donc d'une volonté de rééquilibrer entre l'offre et la demande par une production massive de logements pour obtenir une baisse des prix et une baisse de loyer, en visant principalement, évidemment, l'accession à la résidence principale. Il y a 3 difficultés qui apparaissent par rapport à cette stratégie, au moins. La première, c'est que, y compris, que ce soit à l'échelle nationale ou locale, les objectifs qui ont été fixés, on a eu plusieurs programmes de plusieurs dizaines de milliers de logements qui ont été proposés sur certains territoires, ont rarement été atteints, pour toute une série de raisons sur lesquelles on aura l'occasion de revenir ce matin. La deuxième chose, c'est qu'y compris dans des territoires dans lesquels on a beaucoup construit,
et donc dans lesquels on a mis sur le marché une production assez massive, on n'a pas toujours construit au bon endroit et on n'a pas toujours construit pour les bonnes personnes, donc on n'a pas forcément atteint cet objectif d'impact sur le rééquilibrage entre l'offre et la demande. Et la troisième chose, c'est qu'il y a d'autres logiques qui ont peut-être été insuffisamment prises en compte derrière cette envolée des prix. C'est un mot qui n'a pas encore été prononcé ce matin, c'est celui de la spéculation. Cette envolée des prix, elle fait qu'aujourd'hui, la rentabilité des investissements, que ce soit dans des produits immobiliers ou dans le foncier, sont des investissements qui sont extrêmement rentables. On a des chiffres, mais ça ne concerne pas que l'Île-de-France, où on est jusqu'à 300% d'augmentation sur les 20 dernières années. Donc, en termes d'investissement, qui dit mieux? Donc ça a forcément aussi des conséquences sur le déséquilibre qui pourrait exister entre les acquéreurs et la production de logements. Donc ce matin, 3 tables rondes pour essayer justement de mieux comprendre ces phénomènes sous toutes ces formes et d'essayer d'identifier autant que possible qu'est-ce qui manque aujourd'hui dans les boîtes à outils qui sont à la disposition, aussi bien des collectivités locales que de l'ensemble des acteurs de la chaîne du logement. Une première table ronde sur la formation des prix et sur ses conséquences sociales, qui se basera sur l'exemple du Pays Basque, mais qui montrera aussi qu'on n'est pas sur un cas isolé, en travaillant aussi sur le territoire de la Bretagne, et qui permettra de mieux comprendre justement les déséquilibres sociaux qui sont induits par cette envolée des prix. Une deuxième table ronde qui travaillera plus en détail sur 2 catégories qui sont emblématiques justement de ces difficultés, les populations jeunes et notamment la population étudiante qui est en croissance continue et les populations les plus âgées, qui montrera que bien que des initiatives extrêmement intéressantes existent, on peine encore à les généraliser et avoir des politiques publiques d'ampleur qui permettent d'avoir des résultats qui aient un impact massif. Et une troisième table ronde qui rappellera qu'un logement, c'est avant tout un terrain. Ça peut paraître trivial de parler de foncier quand on parle logement. Nous, ça nous a paru un sujet qui est parfois oublié. Donc, quelles conséquences des actions foncières qui soient menées à la fois par les pouvoirs publics, mais surtout par des investisseurs privés en amont? Quel rôle est-ce que ça joue dans l'envolée des prix? Et comment aborder ce sujet dans un pays qui a un rapport à la propriété assez sacralisé? Et donc, quel dispositif on pourrait envisager en la matière? Donc, comme ça a été dit, au travail. Voilà.